C'est bon? Qu'on y va? Yes! Vous voulez amener votre entreprise techno au top? J'ai rencontré pour vous les meilleurs de l'industrie qui nous partagent leurs histoires et les expériences marketing qui les ont menés à un succès dont Bill Gates serait jaloux. Vous êtes à l'écoute de Marketing Techno. Tu n'as pas besoin d'aller très, très, très loin dans ta créativité. Si toi, tu fais un effort de sortir du lot en étant différent, là, ça va frapper davantage l'imaginaire. Bonjour, Michel Villa. Michel, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Écoute, en 3 mots, Marie-Ève, je suis formateur, chroniqueur et conférencier dans le domaine boursier. Donc, t'es pas. En fait, le podcast s'adresse à des gens qui sont dans les domaines techniques et technologiques, mais je trouvais que c'est intéressant de t'inviter parce que la finance, s'il y a un sujet qui est complexe, je pense qu'on peut s'entendre que ça peut être ça, en fait, là. Absolument. Puis moi, je m'intéresse au comportement humain à la bourse. J'étais un ancien trader. Qu'est-ce que ça faisait un trader? Ça achetait et vendait des actions, soit pour le compte d'un particulier ou pour des institutions financières comme des gestionnaires de portefeuille. Et j'ai fait ça depuis plus de 15 ans. Et là, depuis 2015, je suis à mon compte. Puis j'essaie, dans le fond, d'éduquer les gens à l'importance de considérer le comportement humain dans leur prise de décision. C'est-à-dire qu'on fait des erreurs de jugement, puis notre cerveau fonctionne à nous faire des erreurs aussi, qui sont souvent de nature émotive. Donc, c'est un peu ça mon objectif, là, c'est un peu de démocratiser la prise de décision en finance au Québec. C'est surtout là, miser sur nos erreurs. Donc, ça t'amène à créer du contenu, des conférences. Où est-ce que tu vas parler de finance à une audience un peu monsieur, madame, tout le monde, si on veut? Oui, puis le but quand on parle de démocratisation, c'est d'amener ça vraiment simple, être capable de le présenter à un enfant de 5 ans et le comprenne. Et c'est ça vraiment le défi que j'ai dans mon quotidien. Donc, comment tu fais pour relever le défi de vulgariser de l'information technique? Est-ce que tu savais qu'une histoire, c'est 22 fois plus mémorable qu'un fait? J'en ai aucun doute. Et toi, là, quand tu étais petite, là, avant de t'endormir, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Ils lisaient une histoire. Les histoires, c'est très accrocheur. Donc, on utilise cette stratégie-là, dans le fond, là, pour accrocher soit ton auditoire ou ton lecteur. Et là, ça implique à faire des parallèles avec soit le domaine du sport, des arts, la musique ou l'actualité. Et là, après ça, tu fais un lien par rapport à ton domaine. C'est ce qu'on appelle une amorce, dans le fond. C'est de faire là, une espèce là, de, pas un infopub, mais un genre de teaser qui va faire qu'on va accrocher, dans le fond, ton intérêt pour t'amener dans ton univers après. Puis, c'est une approche qui, si on regarde, disons, les sites web des compagnies qui ont des produits techniques ou technologiques, c'est une approche qui est relativement peu utilisée. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de toi, comment tu l'appliques, par exemple, avec le sport? Oui, bien avec le sport, je vais donner un exemple. Si on parle, mettons, d'Eugénie Bouchard puis de Roger Federer, c'est 2 joueurs de tennis qu'on connaît, bien, il y a un concept il y a différents types de confiance. Puis Eugénie Bouchard, par exemple, elle avait été très dominante entre 2012 et 2014. Puis à un moment donné, elle a commencé à avoir des séquences de défaites en 2015. Puis suite à ça, elle ne s'est jamais remis de ça. Puis évidemment, ce qu'elle a fait, elle a changé d'entraîneur, elle a essayé de changer de style de jeu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le type de confiance conditionnelle. Si tu es hot, ça va bien aller. Si ça va moins bien, bien là, tu vas t'enliser dans des mauvaises séquences. Si tu compares à Roger Federer, lui, c'est le type de confiance qu'on appelle vrai. Peu importe le résultat du match, peu importe l'enjeu, il va toujours jouer de la même façon. Il ne changera pas de style, il n'essaiera pas de changer d'entraîneur, il va rester calme. Donc, on peut prendre cet élément-là de type de confiance conditionnelle, que ton résultat, dans le fond, actuel dépend de ton résultat passé, versus Roger Federer qui, lui, peu importe la situation, il va toujours jouer de la même façon. Mais en finance, c'est la même chose. Peu importe le résultat d'une transaction passée ou la performance d'un fonds mutuel, tu vas garder le cap. Et ton objectif, c'est toujours de prendre la meilleure décision possible dans le contexte que tu as. Et c'est pas en train de changer à gauche puis à droite puis de dire « Ah, ça va bien » ou « Ah, ça va moins bien » et là, tu es affecté par ça. Donc, c'est ça un bel exemple de faire un parallèle entre le monde du sport et la finance en 30 secondes. Puis là, tu avais même un super beau terme pour nommer ce concept-là. Oui, ça s'appelle pollinisation croisée. Ça veut dire qu'on prend une idée dans un domaine complètement à l'extérieur de ton domaine principal et tu le ramènes
dans ton domaine pour faire un parallèle. Donc, moi, si je suis une entreprise, j'ai un produit technique duquel je veux parler, puis je veux essayer cette technique-là, en fait, l'idéal, c'est peut-être d'aller chercher un autre domaine qui est connu du grand public, mais aussi que je connais bien quand même, que je maîtrise pour être capable de faire des parallèles qui ont un certain sens. Tout à fait. On dit que pour être pertinent, il faut connaître 10 fois plus d'informations par rapport à son domaine. Et ça va te permettre d'aller vraiment en profondeur puis de vraiment vulgariser. Si tu connais un domaine à la surface, c'est extrêmement difficile de décortiquer ton texte puis de vulgariser. Mais si tu le maîtrises, ça va être beaucoup plus facile pour toi de le faire. Puis deuxièmement, tu dois prendre un domaine que les gens vont être capables de s'identifier. Donc, on doit penser à l'actualité, musique, le showbiz québécois, le sport, puis c'est quelque chose que tu dois faire en temps réel. Comme par exemple, s'il arrive un événement comme l'élection présidentielle américaine de 2016, tu sais que les gens parlent de Donald Trump, mais il faut que tu maximises ce fait-là en l'utilisant, mettons, dans ton blog. Donc, c'est vraiment de t'attarder à qu'est-ce que les gens parlent. Et là, toi, tu prends ces éléments-là et tu l'insères dans ton blog pour faire quelque chose qui va être plus percutant à court terme. Donc, on dit souvent que « the timing is everything », mais c'est très vrai dans le domaine de la rédaction de blog. Puis, on le voit aussi dans Instagram, hein? On veut capter des moments qui se passent maintenant, puis ça dure là peut-être un 24 heures. Donc, ton texte, il faut vraiment là, que le timing sorte au bon moment, ou sinon, il peut passer aux oubliettes, puis il devient moins pertinent. Donc, si pour une entreprise, c'est une difficulté de produire du contenu dans l'instantané, si on veut, une autre approche à laquelle j'avais pensé, par exemple, quand on parle de produits techniques, ben peut-être de raconter, on s'en rend pas compte, mais toutes les petites bidules qu'on a, les machins qu'on a entre les mains, il y a des équipes qui ont travaillé là-dessus, qui ont vécu des embûches, des difficultés. Des fois, ça prend des années avant qu'ils développent le produit. Puis souvent, les compagnies présentent pas l'histoire derrière le produit. Ça pourrait être un angle intéressant de nous parler des gens qui ont construit le produit, qu'est-ce qui s'est passé, les rebondissements qu'ils ont connus dans le développement du produit. C'est un excellent point. Puis ce qu'on aime, là, c'est les histoires à succès. Là. On a juste à penser à Steve Jobs, à Jeff Bezos, Elon Musk. Puis tôt ou tard, il y a eu quelqu'un qui les a aidés là, au passage. Donc, c'est prendre ces éléments-là de chance. Comme, est-ce que tu savais que Bill Gates, il a été un des rares personnes des années 70 à étudier dans une université où il y avait accès à un ordinateur. Donc, lui, il a été chanceux à quelque part, mais il y a eu des gens qui ont été malchanceux comme Steve Jobs, qui a été congédié d'Apple. Donc, c'est vraiment de prendre les éléments de chance et des éléments de malchance, puis c'est d'avoir ce qu'on appelle des tournants. Quand tu regardes une série ou un film, qu'est-ce qui va faire que tu vas vraiment demeurer accroché? C'est vraiment qu'il y a des rebondissements, des revirements. Donc, dans ton texte, tu dois mettre un peu de drame, des bons, des moins bons moments, puis évidemment, il faut que tu finisses sur une note positive. Donc, c'est vraiment les mêmes principes que tu dois appliquer là-dedans. Puis, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être réticents dans les domaines techniques à utiliser des techniques de storytelling, donc de raconter des histoires. Toi, par ton expérience, comment les gens, parce que dans la finance, on peut dire que c'est un milieu assez conservateur, comment les gens reçoivent le fait que tu utilises ces techniques-là pour communiquer l'information? Bien, ils aiment ça parce que, dans le fond, c'est toujours, tu sais, dans la vie, c'est rare qu'on va penser en termes absolus. On va toujours penser en termes de relatifs. Moi, je fais combien d'argent dans une année? Oui, mais qu'est-ce que mon voisin fait? Quand on va sur les réseaux sociaux, on se compare. Donc, quand tu arrives dans un domaine, si ton domaine il est vraiment très, très technique, si toi, tu fais un effort de sortir du lot en étant différent, là, ça va frapper davantage l'imaginaire. Donc, ton lecteur, c'est beaucoup plus saisissant pour lui parce qu'il est habitué à lire des rapports économiques ou du contenu qui est beaucoup plus sérieux en finance. Donc, juste le fait d'être un peu différent, tu n'as pas besoin d'aller très, très, très loin dans ta créativité. Tu vas sortir du lot. Donc, pour quelqu'un qui doit écrire quelque chose de très technique, bien, ses compétiteurs doivent aussi écrire des papiers plus techniques. Donc, juste le fait d'amener un peu de touche d'humeur ou d'être un peu différent en termes de perspective, bien là, en partant, là, il y a déjà fait un wow. Donc, en fait, c'est peut-être le parfait milieu pour tester ça, parce que ça ne prendra pas grand-chose pour se différencier des autres et pour se démarquer finalement. Absolument, absolument.
Puis, si on parle de contenu plus écrit peut-être, là. Toi, tu fais aussi des conférences. Oui. Puis, j'ai assisté à une de tes conférences récemment. J'ai remarqué une chose que tu as fait, c'est aller solliciter beaucoup le public, donc dans la participation pour rendre le contenu plus interactif. Oui. Bien, ça, c'est super important parce que, je sais pas si tu dois sûrement être familière avec les TED Talks. Oui, tout à fait. Tu connais la règle du 18 minutes, hein? Selon les neurosciences, après 18 minutes, on n'a plus d'attention. Puis évidemment, dans notre société, on est bombardé d'informations. Puis ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, pour garder l'intérêt des gens, tu dois varier ton contenu si tu dépasses le 18 minutes. Imagine, tu as été assise dans la salle pendant pratiquement 1h30, 2 heures. Donc, après un certain temps, ben là, tu te dis, je vais regarder mon cellulaire, c'est bien long, c'est plate. La façon de travailler, dans le fond, tu dois utiliser du visuel. Tu peux mettre des images. Après ça, tu dois varier en posant des questions, en faisant des mises en situation, en faisant des jeux, puis en ayant de l'interaction avec les gens, puis en gardant le contact visuel. Tu n'as comme pas le choix d'être engagé. Donc, je répète, tu as du visuel, tu fais des mises en situation, tu poses des questions, tu fais participer les gens, tu fais venir quelqu'un en avant, tu fais tirer un montant d'argent ou une paire de billets. Et ça fait que c'est comme un peu un spectacle. Comme quelqu'un m'a déjà mentionné, il y a une différence entre donner une formation et une conférence, puis c'est vraiment cette notion-là de spectacle. Puis des fois, on l'oublie, ça. Oui, surtout quand on présente un contenu un petit peu plus aride. Puis, je pourrais donner un exemple que tu as fait dans ta conférence. Tu avais distribué des cartons de 2 couleurs aux participants et vous présentiez des prédictions un peu sur les prochains mois en économie. On devait voter à savoir qui faisait la bonne prédiction entre les 2 experts qui étaient là. Donc. Oui, puis ça, c'est un bel exemple de pollinisation croisée parce que je ne sais pas si tu te souviens, des années 90 au Québec, tout le monde était rivé sur leur écran là, pour écouter Piment fort à TVA. Et c'était un concept inspiré de Piment fort. Parce que les gens avaient à voter pour la meilleure partie. Il manquait juste le trophée. Là. Il y a juste le trophée qui manquait. Là. On voulait utiliser le trompe d'or, mais finalement, on a passé à côté. Mais c'était ça le concept. C'était vraiment de faire participer les gens à la Piment fort. Donc, c'était un rappel pour les gens de Piment fort. Tu les fais bouger aussi. Parce que tu sais, Marie-Ève, que c'est une question d'énergie. Donc, dès que tu actives ton corps, bien évidemment, tu es plus enclin à être écouté, à être alerte. Et puis, ça rend aussi là, quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Et les gens aussi sont plus, dans le fond, là, ça devient plus mémorable. D'ailleurs, c'est l'exemple que tu m'as donné, là, c'est par rapport à ça. Si je te pose la question, parle-moi des 3 sujets techniques qu'on a parlé durant 1h30, 2 heures. Ce genre de détails-là. Donc, c'est un excellent exemple. Oui. Puis, un autre point par rapport à la vulgarisation que j'aimerais toucher avec toi, quand on est un expert dans un domaine, je vais te donner par exemple, mon conjoint il est très bon en ski. Puis des fois, on fait du ski ensemble, puis tu peux demander ben, comment tu as fait pour passer cet obstacle-là ou des choses comme ça. Il n'est pas capable de dire comment il a fait, il l'a juste fait. Oui. Donc, quand on est très bon dans quelque chose, des fois, c'est tellement naturel qu'on oublie qu'on l'a appris à un moment donné à faire ça. Donc, comment on fait pour expliquer? Des fois, on va dire à notre client, ben là, c'est ça, on part du point A puis on se rend au point Z, mais on n'explique pas les différentes étapes. Est-ce que tu as des trucs pour être capable de décortiquer un peu comment on fait les choses quand quelque chose nous semble naturel, finalement? Bien, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une analogie pour faire comprendre le principe. Puis j'utilise toujours le principe de Wayne Gretzky versus Scotty Bowman. Tu sais, on se parle, puis la Coupe Stanley vient de se terminer. Donc, Wayne Gretzky, c'est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais il a été entraîneur-chef pendant 4 ans et son équipe n'a jamais fait les séries éliminatoires. Si tu regardes Scotty Bowman, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. Mais lui, il n'a jamais joué une partie dans la Ligue nationale. Donc, la différence, c'est que c'est pas à cause que tu es le meilleur joueur de hockey que tu es le meilleur entraîneur. Puis c'est pas à cause que tu n'as jamais joué au hockey au niveau professionnel que tu ne seras pas un bon entraîneur. Puis dans le domaine de la vente, souvent, ou en entreprise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le meilleur vendeur ou le meilleur comptable, puis on va le mettre chef d'équipe. On va dire, s'il était bon dans son domaine, il va devenir un bon gestionnaire. Puis le point, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de s'arrêter pour décortiquer les étapes de leur succès parce que c'est intuitif. Mm-hmm. Ils l'ont tellement fait pendant plusieurs années que ça devient naturel. Donc, on dit souvent que pour devenir bon dans un domaine, c'est faut enseigner.
Je sais pas si tu remarques ça, mais toi, tu donnes beaucoup de formations auprès de tes gens. Je suis sûr que tu es devenu une meilleure consultante ou intervenante juste à cause du fait que tu t'enseignes parce que tu n'as comme pas le choix de t'arrêter puis de revoir les principes et surtout de structurer ta pensée. Donc, Wayne Gretzky, lui, il s'est jamais arrêté à ça nécessairement. Il n'a jamais eu de formation pour devenir entraîneur, puis il y a comme un processus à faire par rapport à ça. Donc, je dirais, la première étape, c'est vraiment d'évaluer ton travail, de le décortiquer étape par étape, au lieu de s'imaginer que juste si je dis quelque chose, que les gens vont comprendre. Donc, c'est un concept qui est simple, mais qui est très, 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 très compliqué. Puis, c'est souvent un changement de carrière qu'il faut faire dans le sens qu'il faut se sortir de ses bobettes et se mettre dans la peau de l'autre. C'est pas à cause que tu étais un bon vendeur, que tu es un bon gestionnaire. Et c'est pas à cause que tu es le meilleur gars ou fille au niveau technique que tu es vraiment un bon vulgarisateur parce que c'est complètement différent comme mandat. Puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher du feedback. Je suis en train d'écrire un article avec des clients, puis on a demandé à un très bon client, eux, de relire l'article avant de le publier pour qu'ils nous disent est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on a écrit, est-ce que c'est clair, est-ce qu'ils ont des choses à ajouter. Donc, d'obtenir du feedback de quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans ton domaine, ça peut être excellent aussi là, pour s'assurer que ce qu'on a dit est clair. C'est très bon comme point. Puis moi, je te dirais que de mon côté, ce que je fais, c'est que je fais affaire avec des réviseurs. Avec une réviseure particulièrement. Et puis, elle, dans le fond, à travers le temps, est plus familière avec mon contenu. Donc, si elle ne comprend pas mon texte, c'est certain que les gens ne comprendront pas non plus. Puis, des fois, d'investir un montant d'argent avec une réviseur, les gens ils disent « Oh, ben écoute, c'est une dépense. » Non, en plus de présenter un bon français, tu t'assures que ton texte passe le test. Donc, tu as vraiment cherché là, un double avantage. Donc, c'est un excellent réflexe que tu as de le tester avant. Puis, Michel, en terminant, j'aimerais ça que à chaque fois que je te parle, tu me sors des citations, des références, etc. Est-ce que tu as un truc pour garder un peu toutes les idées que tu trouves, les apprentissages que tu fais? Est-ce que c'est juste de l'excellente mémoire ou tu as un truc pour garder ce qui est intéressant et à un moment donné, le réutiliser dans un autre contexte? Écoute, un de mes auteurs préférés, Marie-Ève, c'est Ryan Holiday. Que je t'invite à lire si tu ne le connais pas. Là, il a écrit « Ego is the enemy et the obstacle is in your way ». Et lui, il écrit en moyenne un livre par année. Rien de moins. Il dit écoute, Ryan, j'aimerais ça un jour écrire un livre. Puis là, il m'avait envoyé un article qu'il avait écrit il y a quelques années. Il m'a vraiment répondu. Puis, excuse-moi de mon bon anglais, mais il dit « Writing is fucking hard ». C'était vraiment ça le titre de son article. Puis il disait « À quelque part, il faut que tu commences. » Puis pas juste commencer à écrire, mais commencer à te structurer. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a commencé à voir, je ne sais pas si tu te souviens dans les bibliothèques dans le passé, il y avait des petites fiches pour trouver les livres. Ouais. Donc, c'est d'avoir un genre de classeur avec des fiches. Et quand tu as une citation, tu le mets dans ton classeur de citations. Quand tu lis un livre intéressant, mettons sur la finance, l'information, tu le mets dans ton classeur de finances. Quand c'est dans un autre domaine, tu le mets là. Et là, ce que tu fais, c'est que tu crées un système. Et quand vient le temps d'écrire ou de faire des conférences, tout ce que j'ai à faire, c'est de sortir toutes les notes que j'ai prises, qui ont déjà été classées. Et là, ça devient extrêmement rapide et efficace. Puis les gens ils me disent « Ah, Michel, tu as une bonne mémoire. » Non, pas tant que ça. C'est juste que j'ai mis en place un système. Je suis une personne qui est très, très, très routinier, là. Et je le fais à tous les jours, de le prendre des notes. Et tu devrais voir mon garde-robe, là, il est rempli de cahiers et de notes. Puis une fois de temps en temps, dans le fond, je révise mes notes. Puis quand j'ai des histoires coup de cœur, je le marque là, puis je le prends en note dans une espèce de cahier maître. Et là, je construis mon contenu par rapport à ça. Et quand tu veux savoir si ça fonctionne une idée, ça va venir te frapper. Tu sais, elle va te sauter aux yeux. Souvent, on a tendance à vouloir forcer les choses, mais ça va devenir là, vraiment naturel. Tu vas dire « Oh my God, je pense que je suis vraiment sur quelque chose. » Et je vais terminer avec ma citation que j'aime beaucoup. C'est « La répétition fait la réputation ». Donc ça, tu peux le prendre de différents angles, mais si tu le fais sur une base continue à tous les jours, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas être professionnel par rapport à toi-même. Tu vas créer une identité de quelqu'un qui veut se dépasser et les gens vont le sentir. Moi, j'ai aucun contrôle si les gens aiment ou pas mon contenu.
mais j'ai le contrôle de dire que je suis prêt tout le temps et que je donne le meilleur de moi-même. Donc, évidemment, ça sonne cliché fois 1000, mais c'est vraiment revenir à la base puis d'y aller une étape à la fois. Donc, de commencer en lisant 30 minutes par jour. Moi, je suis un gros fan de Audible pour des livres audio. Ouais. J'essaye là, de lire ou d'écouter là, un livre par semaine en moyenne et je ne finis jamais un livre de A à Z. Donc, ça me permet de faire la pollinisation croisée parce que je suis capable de faire des liens entre les livres que je lis et c'est ça qui va donner une certaine couleur à mon contenu. Donc, on pourrait dire, des fois, on a l'impression que les gens qui sont créatifs ou qui vont créer du contenu, ça vient un peu comme du ciel, l'inspiration, mais toi, tu dis finalement que tu es très routinier, tu as un système que tu notes, que tu accumules, puis c'est ça finalement qui te permet d'être créatif à la fin. Absolument, parce qu'on aime, tu sais, ce qu'on appelle le biais de résultat, là. On veut savoir, hey, ça a-tu marché ou, tu sais, as-tu obtenu un bon score? Mais on oublie tout le travail qui a été fait avant. Puis souvent, on va se promener sur des sites puis on va voir le phénomène du iceberg, hein, où ce qu'on voit seulement la pointe, mais on voit pas le travail en dessous de l'eau, mais c'est le même principe. Donc, il n'y a pas de eureka moment, comme on dit, là, c'est vraiment de le travailler, puis à un moment donné, là, ça vient tout seul. Donc, si les gens veulent en savoir plus sur toi, ils peuvent aller voir ton site web et s'ils vont sur la page blog, ils vont voir que tu as arrêté d'écrire des articles il y a quelques temps. Oui, absolument. Mais c'est pour une bonne raison. Donc, oui. Tu es en train d'écrire finalement ton livre. Oui, absolument. Puis, mon site, il manque un peu d'amour. Là. C'est michelvilla.com et je devrais sortir là, un nouveau site web là, cette année. Puis, c'est ça, j'ai embarqué sur un projet de livre là, avec une collaboration avec Desjardins qui devrait sortir cet automne. Et là, on est au mois de juin et je dois finir ma révision, dans le fond, avec les commentaires qui m'ont été soumis pour la fin du mois. Puis juste pour ton information, là, la première étape, si j'ai fait lire le document à 5 personnes qui sont complètement à l'extérieur du domaine, j'ai eu des commentaires. Par la suite, j'ai corrigé ça, j'ai remis ça à ma maison d'édition. Donc, il y a beaucoup de gens qui donnent leurs commentaires par rapport à mon document. Donc, j'ai bien hâte de voir. Puis, c'est très, très épeurant là, comme projet, mais ça, je ne le contrôle pas. La réaction des gens. Donc, c'est juste de me concentrer à ma tâche puis d'avoir du plaisir, comme aujourd'hui avec toi. Parfait. Donc, super belle nouvelle aventure pour toi qu'on va surveiller cet automne. Merci d'avoir participé, Michel. Puis, comme tu disais, ton site michelvilla.com s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur toi. Et sinon, peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler prochainement. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bye bye, Michel. Bonne fin de journée. Bye. Vous avez aimé ce podcast et vous en voulez plus? N'oubliez pas de vous abonner. Laissez également votre appréciation et un commentaire. D'ici là, lâchez pas la patate et comme dirait Bill Gates, don't let go the potato.